Parce qu'il n'y a pas de honte à être éveillé dans un monde qui dort au gaz. Nous sommes fiers d'être woke. Woke tant qu'il faudra avec Alexandre Dumas. Bonjour tout le monde, bienvenue à Woke tant qu'il faudra, votre revue Woke de l'actualité, édition du 13 décembre 2025. Avant-dernier épisode régulier avant les fêtes, samedi prochain, je vous présente la dernière édition de 2025. 27 décembre, je prends congé. Le 3 janvier, je vous présente un épisode spécial, exclusif pour les abonnés Patreon. Trump et Hitler, même combat, point d'interrogation. Une comparaison de la première année du fasciste américain avec les débuts du régime nazi. Et le 10 janvier, retour à la programmation régulière. On a un gros épisode aujourd'hui, donc c'est parti. C'est arrivé cette semaine. Hausse du panier d'épicerie. Sans surprise, la CAQ n'interviendra pas sur les prix en épicerie. La semaine dernière, Québec solidaire a demandé au gouvernement de plafonner la marge de profit des épiceries à 2%, c'est-à-dire plus que ce que c'était avant la pandémie. On rappelle que les marges de profit des géants de l'alimentation ont plus que doublé depuis la pandémie. Elles sont passées de 1,5% à 3,5%. Le ministre des Finances, Éric Girard, a expliqué qu'il n'agirait pas parce que l'enjeu, ce n'est pas les marges de profit, l'enjeu, c'est le coût des matières premières. Vous connaissez l'image des trois singes qui se cachent les yeux, les oreilles, la bouche? C'est l'image que j'avais en tête en écoutant sa réplique. Éric Girard nous dit « C'est un secteur à forte compétition, haut volume, faible marge. » Alors, en quoi est-ce que c'est un secteur à forte compétition? D'après la revue spécialisée Canadian Grocer, Loblaw, Sobeys et Metro accaparent 60% du marché de l'alimentation au Canada. Si on ajoute Costco et Walmart, on monte à 76%. Quand une poignée d'entreprises accapare le marché, on appelle ça un oligopole. On peut avoir l'impression d'une forte concurrence parce qu'une seule entreprise peut exploiter plusieurs enseignes. Exemple, Super C, Marché Adonis, Food Basics, Jean Coutu, tout ça appartient à Metro. Provigo, Maxi, TNT, Pharmaprix, tout ça appartient à Loblaw. Donc non, c'est pas un secteur à forte compétition. Mais le pire, c'est quand M. Girard nous dit que c'est un secteur à faible marge. Les géants de l'alimentation s'en sortaient très bien avant la pandémie, leur marge de profit a plus que doublé, et M. Girard nous dit que la marge est faible. Encore une fois, c'est pas étonnant. Jamais la CAQ ne va légiférer pour limiter les profits de leurs amis chefs d'entreprise. Mais on peut quand même dénoncer leur rhétorique malhonnête. Ça m'étonne que le ministre des Finances n'ait pas dit que plafonner la marge des profits amènerait les épiceries à couper des emplois ou à fermer des succursales. Ça m'amène à vous parler d'un autre enjeu. Je vous cite l'article de Patrick Belrose et Julien McEvoy dans le Journal de Montréal. Selon Québec solidaire, les enseignes Sobeys, Loblaw et Metro ont engrangé des bénéfices de 4,3 milliards cette année. Le parti réclame donc une commission parlementaire pour examiner les pratiques commerciales des grands détaillants alimentaires. Alors, les journalistes rapportent les propos de Québec solidaire, c'est très bien. Ce qui m'embête ici, puis c'est un exemple parmi d'autres, ça arrive souvent, c'est qu'on a ici des personnalités publiques, dans ce cas-ci des politiciens, qui citent une information. Bon, les enseignes Sobeys, Loblaw et Metro ont engrangé des bénéfices de 4,3 milliards cette année. Et les journalistes rapportent leurs paroles, mais sans les vérifier. Est-ce que c'est vrai que c'est 4,3 milliards? Je dis ça pas parce que je soupçonne Québec solidaire de mentir, mais parce que j'aimerais que des journalistes confirment ou infirment les informations qui nous sont dites par les politiciens. C'est quelque chose qui a beaucoup été critiqué, entre autres, pendant la dernière campagne électorale fédérale. Le fait que les déclarations soient rapportées sans être vérifiées. Puis à mon avis, le travail des journalistes, ça devrait être de vérifier les faits. Quand un politicien dit qu'il pleut dehors, le journaliste doit regarder par la fenêtre. Je comprends qu'on est à l'époque de l'information instantanée, de 1, et de 2, que les médias sont en crise. Il y a de moins en moins de journalistes disponibles pour couvrir beaucoup de sujets. Donc, ça peut donner des situations comme celle-là. J'espère que les investissements du gouvernement fédéral dans Radio-Canada vont servir, entre autres, à justement fouiller davantage les nouvelles. Un journaliste, ça doit pas être simplement quelqu'un avec une caméra, un micro qui nous rapporte des paroles. Au mieux, ça laisse planer le doute. QS dit que les profits des géants de l'alimentation sont de 4,3 milliards, mais ça, c'est la version de QS, à vous de décider si c'est vrai ou non. Au pire, on balance des informations sans les vérifier et on laisse le lecteur décider de la version qu'il préfère. Valérie Plante nous dit que ça va bien à Montréal, Pierre Poilievre et François Legault nous disent que Montréal est à feu et à sang, à vous de décider qui vous voulez croire. Fin de l'éditorial. Le
le premier ministre François Legault accorde un délai supplémentaire de 18 mois à Glencore pour atteindre les objectifs de réduction des émissions d'arsenic à la fonderie Horn. Pour rappel, la norme annuelle est de 3 nanogrammes par mètre cube. Le gouvernement du Québec a accordé à la fonderie une permission spéciale de 15 nanogrammes par mètre cube, donc 5 fois la limite permise ailleurs sur le territoire. L'objectif, c'était d'atteindre la cible en 2027. Aux dernières nouvelles, en 2024, la moyenne était maintenant de 39,1 nanogrammes, donc à peine 13 fois ce qui est recommandé. La compagnie se plaint que la cible soit techniquement impossible à atteindre. Je rappelle que la cible de 3 nanogrammes, elle n'est pas nouvelle. C'est simplement que le gouvernement du Québec n'a jamais obligé la fonderie à respecter la norme avant que l'opinion publique se mobilise. Pendant ce temps-là, la santé des habitants de la région continue à être mise en danger. Je cite François Legault en mêlée de presse à Rouyn-Noranda. « Il faut que les investissements de 300 millions, on arrête de les reporter. Il faut que ça commence à court terme dans les prochains mois. » Je rappelle que la condition de Glencore pour investir les 300 millions, c'est la garantie que les exigences du gouvernement du Québec vont s'arrêter là. Je rappelle aussi qu'il y a un recours collectif contre la fonderie à cause des émissions d'arsenic. Quelles vont être les garanties offertes par le gouvernement du Québec? Est-ce qu'on va donner une loi spéciale à la fonderie pour la protéger contre les poursuites? Vu le bilan actuel de la CAQ en environnement, il n'y a plus rien qui ne surprendrait. François Legault dit que c'est à la population de Rouyn-Noranda de prendre la décision. C'est la population qui doit choisir entre 600 emplois à 100 000 $ par année ou la santé publique. Comme dit Émilise Lessard-Terrien dans le Journal de Montréal, c'est lui qui négocie, mais il nous laisse la patate chaude entre les mains. Bref, la déresponsabilisation la plus totale. Et pendant ce temps, Glencore, elle, obtient ce qu'elle veut, du temps. Nos gouvernements mettent l'environnement au vidange. Du côté fédéral, le gouvernement Carney renonce à la plupart des mesures adoptées par le gouvernement Trudeau, donc la tarification du carbone pour les consommateurs, le plafond sur les émissions de pétrole, les règlements sur l'électricité propre, l'engagement à cesser de subventionner les combustibles fossiles. Dans sa lettre ouverte publiée cette semaine, Stephen Guilbeault explique que le gouvernement du Canada a simplement abandonné tout espoir d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les émissions de l'industrie des sables bitumineux ont augmenté de 480% depuis 1990 et vu la politique actuelle, tout porte à croire que ça va continuer à augmenter. La production va augmenter et le gouvernement Carney va autoriser un nouveau projet de pipeline vers la côte ouest. Du côté québécois, on va s'inspirer du gouvernement Carney pour accélérer l'autorisation de grands projets d'infrastructure dans le secteur minier, portuaire ou énergétique. Le gouvernement assure que l'accélération des processus se fera dans le respect des lois, des processus d'évaluation environnementale, de la santé et de la sécurité de la population, ainsi que des droits des communautés autochtones. Mais la loi 5 va soustraire les grands projets à 32 lois. C'est évident que si on modifie les lois, c'est plus facile de les respecter après. Parmi les lois touchées, il y a la loi sur le patrimoine culturel, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la loi sur la qualité de l'environnement et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, entre autres. Comprendre ici, on n'acceptera aucune limite quant à l'impact environnemental et on laissera aucun recours aux citoyens. On va s'assurer que les municipalités, les organismes, les citoyens ne puissent pas bloquer un projet simplement parce qu'il serait nocif pour le territoire ou pour les communautés. Évidemment, tout ça au nom de l'économie. On oublie ou on fait semblant d'oublier que les coûts des changements climatiques augmentent chaque année. C'est des investissements qui sont perdants sur toute la ligne. Et encore une fois, on est dans la politique de la terre brûlée de la CAQ. Et ils savent bien qu'ils ne seront plus là dans 10 mois. Donc, avant de partir, François Legault, Éric Girard et leurs collègues vont accorder le maximum de contrats à leurs amis, leur donner un maximum de protection, et après, ils vont se laver les mains des conséquences. Il y a plusieurs gouvernements dans l'histoire du Québec, du Canada, dont les membres auraient dû subir les conséquences de leurs actions, de leur népotisme, de leur conflit d'intérêts. Les gouvernements Carney et Legault vont en faire partie. Quand on sacrifie la population aux intérêts des grandes entreprises, on devrait être imputable. La famille de Nouran Rezaï dépose une poursuite de 2,2 millions contre la ville de Longueuil et les policiers qui sont intervenus lors de la scène mortelle. Nouran Rezaï, je rappelle, c'est cet adolescent de 15 ans qui a été tué
par un policier le 21 septembre. Les avocats de la famille ont présenté 3 extraits vidéo captés par des caméras de surveillance entre le moment où la voiture de police s'est immobilisée et les coups de feu. Il y a eu 10 secondes. On voit un policier là, qui crie « couche-toi par terre » à 3 reprises et 3 secondes plus tard, il tire. L'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes est toujours en cours, mais on sait qu'une enquête comme celle-là peut prendre des mois, voire des années, et on peut comprendre que la famille n'ait pas confiance au processus. Je rappelle que depuis la création du BEI en 2016, sur 404 dossiers classés, il y en a 2 seulement qui se sont terminés avec des accusations. 2 sur 404, c'est moins de 0,5%. Mais surtout, je rappelle qu'au lendemain du meurtre, la porte-parole du BEI a déclaré qu'une arme à feu a été saisie sur la scène du crime, sans préciser qu'il s'agissait de l'arme du policier qui a tiré. On aurait voulu faire passer Nourane pour un dangereux criminel qu'on s'y serait pas pris autrement. J'ai vu passer des commentaires du genre Ah, votre 2,2 millions, c'est l'argent de mes taxes. Ben oui, c'est aussi l'argent de vos taxes qui paye le salaire du policier qui a tiré sur Nourane. C'est votre argent qu'il paye pendant son congé de maladie et qui va payer les frais juridiques de la ville de Longueuil. Est-ce que c'est vraiment l'indemnisation de la famille d'un enfant tué qui vous choque le plus? Parce que je rappelle que la famille de Nourane ne peut pas être indemnisée par l'IVAC, donc l'indemnisation des victimes d'actes criminels, étant donné qu'il a été tué lors d'une intervention policière. Donc, pendant que le policier qui a tué Nourane, lui, est payé par les fonds publics, ben, la famille de Nourane, elle, doit se débrouiller elle-même. Donc, de tout cœur avec la famille de Nourane. Des fois, je publie des textes sur Facebook qui circulent énormément. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui partagent mes publications, ça m'aide énormément. Ça arrive que j'ai des textes qui circulent moins, puis c'est correct. Il y a des sujets qui sont moins populaires que d'autres, c'est normal. Cette semaine, j'ai publié un texte pour commenter un peu le rapport de la Fédération du Québec pour le planning des naissances sur le mouvement anti-avortement au Québec. Un sujet que je trouve très préoccupant, mais c'est aussi un de mes textes qui a le moins circulé depuis longtemps. Je trouve ça important qu'on en parle. Donc, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Véronique Pronovo, qui est doctorante en sociologie et en études féministes à l'UQAM. C'est elle qui a dirigé le rapport. On a enregistré ça jeudi, donc 2 jours après que le rapport ait été présenté au public. Donc, on écoute. Alors, Véronique Pronovo, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Ben, merci pour ton invitation. Le rapport s'intitule Quand le consensus vacille. Déjà, c'est un titre qui frappe parce que si on observe la chose d'un point de vue extérieur, disons du point de vue d'une personne là, qui, oui, suit l'actualité, mais qui ne s'intéresse pas particulièrement au sujet, on pourrait penser que l'avortement, c'est une question qui est réglée au Québec. Il y a des enjeux au niveau de l'accès médical, mais le droit en tant que tel, on pourrait penser que c'est un acquis. Donc, d'après toi, est-ce qu'il y a vraiment une raison là, de s'inquiéter du mouvement anti-avortement? Ben, en fait, la recherche partait de un de ces constats-là, en fait, c'était de voir, il y a un consensus pro-choix au Québec, tout le monde le répète, la classe politique, beaucoup d'acteurs de la société civile aussi. Donc, on s'est dit, ben, on va déjà aller creuser un peu cette question-là. Puis effectivement, quand on regardait différents éléments de sondage, on voyait que ça pouvait aller là jusqu'à 90% d'adhésion à la position pro-choix. Donc, là, on a continué à fouiller, on a continué à chercher, puis on s'est rendu compte qu'en fait, des fois, c'est dans la formulation des questions et des choix de réponse. Donc, quand il y avait plus que 2 choix de réponse, donc êtes-vous en faveur ou en défaveur du droit à l'avortement, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de complexité dans les prises de position et qu'en fait, il y avait un 37% de la population au Québec en 2022 qui se disait quelque part entre les 2 positions, donc pro-choix ou anti-avortement. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et en fait, dans les sondages majoritaires là, qui nous disent que Ouais. 90% de la population est pro-choix, ben, on amalgame finalement la position entre les deux à la position Mhm. pro-choix. Donc, on OK, voit donc, qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, je suis pro-choix, mais. Et donc là, c'est toute cette question-là de qu'est-ce qui vient après ce mais et quel type de limites ces gens-là endossent finalement ou sont prêts à accepter. on a tendance à penser que c'est beaucoup une question religieuse. Quand j'imagine le mouvement anti-avortement, tu sais, j'imagine des mouvements chrétiens, évangéliques, avec des prêtres, des pasteurs qui sont très impliqués. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'au Québec, c'est vraiment la religion qui est au centre du mouvement? Ben, j'ai l'impression qu'en fait,
Ça, c'est intéressant parce que les organisations qui portent ce type de discours-là, qui sont les organisations militantes, là, le cœur, si on veut, militant du mouvement contre l'avortement, effectivement, sont très majoritairement rattachées à des organisations religieuses ou en tout cas à la foi d'une manière ou d'une autre. Ouais. Cela dit, c'est dans les discours et c'est là que c'est intéressant de voir le décollement qui s'observe de la religion. Là, on voit vraiment, il y a tout un chapitre là, du rapport qui questionne finalement, ou en fait qui observe, qui documente cette diversification-là de tous les Mhm. types d'arguments qui peuvent être amenés. Et donc là, on va être amené à s'opposer à l'avortement, non seulement pour la question de la moralité ou de la religiosité, mais aussi au nom de la santé, du bien-être des femmes, au nom de la justice sociale, au nom de la survie de la nation québécoise. Ouais. Donc, on va vraiment on va dépasser là, le spectre politique de gauche à droite et on va mobiliser des arguments qui sont très, très, très diversifiés. Il existe entre autres ce qu'on appelle des centres d'aide à la grossesse, donc qui se présentent comme des organismes d'accompagnement pour les femmes là, qui vivent des grossesses non planifiées, mais qui en réalité veulent dissuader les femmes d'interrompre leur grossesse. J'en ai déjà parlé ici d'ailleurs. Donc, dans le rapport, on voit qu'il y a une dizaine d'organismes comme ceux-là au Québec. Qui finance ces organismes? Est-ce que c'est surtout des associations bénévoles ou est-ce qu'il y a vraiment de l'argent? Il y a effectivement beaucoup de travail bénévole qui se fait dans ces organisations-là, mais de plus en plus, il y a une structuration, une professionnalisation des organisations. Et là, on va vraiment, notamment, pas juste structurer hein, l'organisme en tant que tel, mais aussi pour tenter de la pérenniser, on va aller faire appel à des dons. Ça a toujours été le cas, mais là, ça se structure, la manière d'aller chercher ces dons-là. Ce qu'on a pu constater, c'est à la fois des événements de levée de fonds, pardon, où on va vraiment utiliser là, plusieurs outils interactifs, là, des écrans géants avec des animations chaque fois qu'il y a un don qui entre. On va aller chercher des donateurs mensuels. Donc OK. ça, c'est pour tout le volet un peu plus individuel, mais il y a Mhm. aussi des organisations qui donnent des dons à ces organisations. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir. Et ce qu'on a pu voir, encore une fois, là, à travers OK. l'analyse, notamment sur Charity Data, sur différentes plateformes comme ça, là, qui nous permettent de voir puis de constater les flux d'argent, ben, c'est de voir qu'il y a de l'argent qui vient de l'extérieur aussi. Donc c'est un mouvement qui est pas en vase clos au Québec, qui de plus en plus a des relations avec le reste du Canada, mais aussi avec des acteurs à l'international. Puis il y a des députés, entre autres, qui utilisent leur budget discrétionnaire. Oui, ben ça, écoute, on l'a documenté encore cette fois-ci. Je pense que c'était quelque chose qui était très présent dans la discussion médiatique là, dans les dernières années. C'était pas la première fois. Il y a un rapport antécédent en 2014 sur lequel j'avais notamment travaillé, qui s'intéressait au centre d'aide à la grossesse et qui avait documenté là aussi d'autres députés de cette époque-là qui avaient fait des dons qui s'étaient un peu fait prendre. Ce Mhm. qui étonne, c'est peut-être qu'il y a quand même eu plus qu'une douzaine d'enquêtes journalistiques depuis qui mettent en lumière ces organisations-là, leurs billets anti-avortement, et malgré tout, le gouvernement continue de se faire prendre. Donc, d'un côté, ça témoigne de l'habileté de ces Ouais. organisations-là à camoufler leur, euh, leur orientation idéologique, mais de l'autre Ouais. côté, ça nous dit aussi qu'il y a peut-être des lacunes là, dans les Hmm. modalités de prestation de ces fonds discrétionnaires-là. Une chose que j'ai appris en lisant votre rapport qui m'a surpris, c'est que, oui, donc il y a de l'accompagnement, entre guillemets, pour dissuader les femmes d'avorter, mais il y a aussi des programmes post-avortement et vers les femmes qui ont déjà interrompu leur grossesse. Ben, ce qu'on s'est rendu compte dans le milieu religieux, et ça, je l'ai beaucoup vu aussi aux États-Unis parce que j'ai fait là-bas un travail d'ethnographie là, dans le cadre de mes recherches doctorales. Puis en fait, ce qu'on on constate, le truc de départ qui amène à créer ce genre de programme-là, c'est que les femmes qui évoluent dans les communautés religieuses, qui vont à l'église, vont finir par se détourner de leur communauté parce que justement, elles vont se sentir un peu ostracisées, elles vont se sentir comme si elles appartiennent plus, elles ont la honte, la culpabilité Hmm. à gérer et tout ça. Et donc là, on veut s'assurer de conserver ces personnes-là au sein des communautés. Donc, c'est un peu une manière de rattraper ces femmes-là. De l'autre OK. côté, il y a aussi tout l'aspect de s'assurer que cet avortement-là, ce sera le seul de votre vie. Ah Donc, oui, oui, je comprends. on veut mettre fin à la chaîne hein, directement et on va le faire d'une manière à justement générer des émotions. On va comme encadrer ou framer, si tu veux, l'expérience de l'avortement en le resignifiant, donc en mettant de la culpabilité, de la honte, en accent des discours de pardon, de guérison. Donc, on pathologise, on psychologise beaucoup l'avortement. Et donc, en Hmm. redonnant une définition ou un sens à cet avortement-là, on change l'expérience que ces personnes-là vivent suite à leur avortement.
Il y a tout un écosystème qui s'est construit au fil des années, en ligne, sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle les médias alternatifs. Est-ce que ce sont des gens qui ont une vraie portée ou c'est juste des gens dans leur sous-sol qui se parlent entre eux? Est-ce que ces gens-là rejoignent le public? Ça dépend, il y a de tout, là. C'est hyper diversifié. Mhm. D'un côté, on a des médias alternatifs qui, eux, sont beaucoup plus organisés, structurés et qui rejoignent beaucoup de gens. Et ils se font un peu cette courroie de transmission, finalement, de messages qui, habituellement, et c'est ça qui est intéressant dans la diversification des arguments puis des lieux où est-ce qu'on milite contre l'avortement, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui, autrement, n'auraient absolument jamais milité ensemble. Ils n'ont pas les mêmes bases religieuses, les mêmes croyances politiques, donc ils Mhm. n'adhèrent pas à grand-chose en commun, en fait. Ils n'ont pas les mêmes priorités non plus sur quels enjeux adresser dans la société, mais sur la question de l'avortement. Ça devient un point de convergence où est-ce que ces OK. gens-là vont s'agglomérer autour d'une question dans certains Mhm. lieux, à certains moments précis. Et donc, ça a fait en sorte que, par exemple, à la Marche pour la vie en 2024-2025 à Québec, on voyait à la fois des chevaliers de colon, à la fois des Mhm. militants de groupes d'extrême droite comme Atalante, on Ouais, ouais. voyait des gens du clergé, puis on voyait des petits groupes monarchistes. Donc, tu sais, des gens qui ont vraiment rien à voir ensemble qui se retrouvent au même endroit. Puis si je fais le saut puis que je reviens au numérique, ben c'est qu'en fait, Oui. justement, on a ces gens-là très, très structurés, des médias qui sont des courroies de transmission, et éventuellement, ça percole vers les individus un peu plus isolés, je dirais, là, qui vont émettre des commentaires, qui vont prendre position, mais qui vont vraiment beaucoup se nourrir, là, de ces plateformes-là de médias alternatifs. Il y a le mouvement complotiste aussi qui a un peu rejoint la lutte contre l'avortement. Ben, je pense qu'on le voyait déjà pendant la pandémie. C'est aussi quelque chose qui a été observé à l'international, en France notamment. Puis quand je te disais qu'on va s'opposer au droit à l'avortement au nom de, et là, différentes Ouais, considérations, mais ça, c'en est un qui était assez intéressant, où est-ce qu'on allait dire, ben, il faut s'opposer parce que les cellules de fœtus sont utilisées pour créer des vaccins. Il y a aussi des ouais. prétentions autour du fait que, il y a un projet de dénatalité mondiale, donc le but de fragiliser certaines communautés plus que d'autres. Le Puis grand remplacement. finalement, encore plus loin que ça, il y a des théories complotistes qui parlent de marchandage de certaines parties de fœtus avortés. Donc, il y aurait des considérations économiques derrière ça, où est-ce que les grandes compagnies pharmaceutiques, les médecins, s'en mettraient plein les poches là, en vendant des parties de produits d'avortement, ce qui évidemment, j'ai pas besoin de le dire ici, mais je le dis quand même, c'est complètement faux. Parlant des pharmacies, vous parlez aussi d'une mobilisation au sein du milieu médical, scientifique, entre autres des chercheurs là, qui produiraient des recherches pour appuyer le mouvement anti-avortement. À quoi ça peut ressembler? Puis est-ce que c'est populaire dans le milieu? Ben, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit davantage, qui est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais ce qui est intéressant avec la recherche, c'est aussi de voir quelle stratégie qui vient de l'international est récupérée ici. Et ce qu'on a vu, c'est en fait, moi, je vais pas prétendre de donner des intentions à ces chercheurs, chercheuses-là, mais on a quand même vu, notamment une étude publiée dans la dernière année, en fait, là, dans les derniers mois au Québec, qui utilise des données de l'INSPQ, donc c'est quand même pas banal non plus, utiliser, c'est ça, ces données-là pour essayer de montrer comment l'avortement pouvait justement engendrer une hausse des hospitalisations psychiatriques. Donc là, on vient nourrir toute la rhétorique autour de la santé et du bien-être des femmes, des prétentions qui sont remises en question et qui sont réfutées par la communauté médicale, la Hmm. communauté académique depuis des dizaines d'années. Et en fait, on tente de nous convaincre qu'il y aurait non seulement une corrélation, mais un lien de causalité entre Hmm. l'avortement et la hausse de ces admissions en psychiatrie. Et on le dit en fait en toutes petites lettres, là, mais enfin, on le dit à demi-mot, là, presque, que c'est surtout vrai pour les personnes qui ont des antécédents de problèmes psychiatriques et chez les jeunes. Donc, deux catégories de personnes qui sont déjà vulnérabilisées ou en fait que la science montre déjà que peu importe Ouais. l'issue de la grossesse, avortement ou non, il y aura en fait une plus grande vulnérabilité chez ces personnes-là. Donc, c'est le genre de problème très, très méthodologique, là, sur Mhm. le choix des groupes contrôle, des choses comme ça, donc je rentre pas dans les détails, mais qui vont orienter, qui vont biaiser les résultats, qui vont tenter de nous montrer qu'il y a une corrélation, un lien de causalité, pardon, alors qu'il n'y en a pas du tout. Ouais, ouais, Et ouais. ces recherches-là sont ensuite récupérées. Et Hmm. là, si on l'a vu, à la fois ici au Québec, abondamment par Campagne Québec Vie, mais aussi par des courroies de transmission dans tout le reste du Canada. Il y a une assez grosse partie du rapport qui est consacrée à l'analyse du discours. C'est à la fois très intéressant et inquiétant
parce que vous montrez comment c'est un discours qui s'adapte à son contexte. Et je suis curieux justement de savoir qu'est-ce qui différencie le discours anti-avortement au Québec par rapport, par exemple, à l'Alberta ou aux États-Unis. En quoi est-ce que c'est différent? Ben, ça diffère très peu. C'est ça qui est Oui, intéressant, en fait. C'est pas tellement différent. Les mêmes arguments que moi, je voyais, par exemple, en Floride, que j'ai pu voir aux marches pour la vie nationale ou au Québec, c'est tout un peu la même chose. On s'inspire fortement des récits qui circulent. En fait, il y a une circulation des idées, là, qui transcende complètement les frontières. Là où c'est intéressant, c'est de voir la capacité d'adapter le discours, de le traduire à l'ancrer localement, finalement. Et donc, c'est dans cette mesure-là, par exemple, qu'on va avoir des arguments sur la protection du français, qui évidemment, ben, s'applique beaucoup moins à l'Alberta ou aux ouais, États-Unis, ouais. mais où on va justement venir mobiliser la question de il faut protéger le français. Et comment on le fait? Ben, très, très globalement, là, c'est notamment sur la théorie du grand remplacement. Donc, encore une fois, des liens entre différentes idéologies. Donc, ici, le religieux et encore une fois, l'extrême droite. Où est-ce qu'on va venir dire, ben, les immigrants, les immigrantes, elles vont poursuivre leur grossesse, elles vont avoir plusieurs enfants, tandis que les Québécoises blanches, elles vont faire le choix de l'avortement. Donc, on va se grand remplacer à coup de dénatalité des femmes blanches. En terminant, est-ce que l'accueil est bon jusqu'ici? Est-ce que on vous offre une bonne visibilité dans les médias? Ben, ça a assez bien été, là, évidemment, c'était les premiers jours, là, donc Oui. la journée du lancement, le lendemain, donc je pense que ça a été bien, je me considère très, très privilégiée, là, avec le reste de l'équipe, d'avoir pu visibiliser tranquillement un petit peu ces éléments-là, puis c'est rare qu'un rapport de recherche réussisse à avoir quand même beaucoup d'attention, là, il y en a beaucoup qui sortent à tous les jours, à toutes les semaines, donc je me considère quand même chanceuse. Après, on n'a pas encore eu d'échange avec le milieu politique. Évidemment, ça va venir, là, on est dans les premiers jours et il y aura toujours de toute façon les consultations autour du projet de loi constitutionnelle auquel je vais prendre part Oui. au mois de février. Puis très rapidement, c'est quoi le message pour la loi constitutionnelle? C'est triste parce qu'en fait, ça ne devait même pas se retrouver dans nos recommandations. C'était loin derrière nous. On avait déjà fait Hmm. tout le travail avec la ministre Biron en 2023. Et donc, le message est le même, en fait. Donc, c'est Ouais. notre première recommandation dans le rapport. C'est de dire qu'on ne veut pas de cet article-là pour plusieurs raisons. On sait que ça semble contre-intuitif pour une partie de la population. On espère que tranquillement, tout le travail qui est fait, là, notamment par le Barreau du Québec, le Collège des médecins, toutes les fédérations médicales, en fait. Donc, on espère, là, et les groupes de femmes, évidemment, on espère que ça percole, mais évidemment, on ne veut pas de cet article-là. On pense que ça va, non seulement c'est inutile, mais que ça va nuire à court, moyen terme. Donc, on espère vraiment être entendu éventuellement là, dans nos arguments par M. Jolin Barrette et le reste du gouvernement. C'est parfait. Merci beaucoup, Véronique, d'être venue à Woke tant qu'il faudra. Merci beaucoup pour tes éclaircissements. Merci à toi. Bonne journée. Alors voilà, c'était mon entrevue avec Véronique Pronovo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la formule. Il se pourrait que j'essaie de vous présenter des entrevues avec des experts plus souvent quand la situation s'y prête. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à samedi prochain pour le dernier épisode de l'année et je vous promets de rester woke tant qu'il faudra. Pour entendre la version complète de ce balado, abonnez-vous sur Patreon. Woke tant qu'il faudra. Recherche et animation, Alexandre Dumas. Photographie, Marie Photo. Conception visuelle, Kathleen Bélanger. Musique originale, Francis Larouche. Avec la voix de Valérie Deschamps.